Tu regardes cette vidéo et tu ne te doutes même pas qu'en ce moment même, des milliards de particules venues de l'espace traversent ton corps. Elles traversent ton corps, la Terre, et n'interagissent presque jamais. Mais que se passerait-il si l'une d'entre elles te touchait? Cela peut-il arriver en ce moment même? L'histoire compte des cas dignes de la science-fiction. Mais est-ce la réalité? Les étoiles à neutrons sont les objets les plus denses de l'univers, à l'exception des trous noirs. Dans leur noyau, on pense qu'on peut trouver la substance la plus dangereuse de toute l'histoire de l'univers, la matière étrange. Et cette matière est étrange non seulement à cause de son nom. La matière étrange viole les lois de l'univers et est même capable de détruire tout ce qui entre en contact avec elle. Quel cauchemar, direz-vous? Mais ce n'est pas si terrible. Cette matière étonnante, entre autres choses, est capable de nous en apprendre beaucoup sur l'histoire de l'univers, sur ses toutes premières étapes. Pour comprendre à quel point cette matière étrange semble incroyable, nous devons d'abord assimiler quelques faits de base à son sujet. Alors, qu'est-ce qu'une étoile à neutrons et comment la matière étrange défie-t-elle les lois de l'univers? Une étoile à neutrons est le vestige d'une gigantesque explosion de supernova. Le noyau de l'étoile s'effondre sous l'effet de sa propre gravité croissante, avec une telle force qu'il comprime toutes les particules en son sein. Les électrons entrent en collision avec les protons et se transforment en neutrons. Tout le vide, à l'intérieur des atomes, est soudainement rempli de particules qui, en réalité, n'apprécient pas particulièrement la compagnie les unes des autres, mais elles n'ont pas le choix. Elles poussent désespérément à l'opposé, résistant de toute leur force à la gravité et à l'effondrement. Si la gravité l'emporte, alors voici une nouvelle étoile noire. Si ce sont les particules qui gagnent, une étoile à neutrons apparaît. Grâce à cela, les étoiles à neutrons ressemblent à d'énormes noyaux atomiques de la taille d'une ville, mais ayant la masse de notre Soleil. Imaginez qu'une seule cuillère de matière neutronique sur Terre pèserait plus que toute la matière dont est composée la Lune. C'est là que commencent les bizarreries. Les conditions au cœur d'une étoile à neutrons sont tellement inhabituelles que les lois de la physique nucléaire y changent radicalement. Ces conditions peuvent nous conduire à l'apparition d'une substance étrange et dangereuse, mais ne nous précipitons pas. Il faut d'abord se rappeler les lois elles-mêmes avant de chercher à les enfreindre. Les protons et les neutrons sont des particules qui composent le noyau atomique. Elles sont faites de particules encore plus petites. Des particules appelées quarks. Les quarks n'aiment pas la solitude. Vous pouvez essayer de les séparer, mais plus vous tirez, plus ils s'attirent fortement les uns les autres. Si vous dépensez beaucoup d'énergie pour cette séparation, ils vont simplement la voler et l'utiliser pour créer de nouveaux quarks. Les quarks n'existent que comme matériaux de construction pour d'autres particules et n'ont jamais été considérés séparément. Leurs noms sont assez amusants. Haut, bas, étrange, charmé, beau et vrai. Mais seules deux d'entre elles peuvent créer de la matière stable, les quarks haut et bas. Toutes les autres variantes se désintègrent rapidement. Mais cette règle peut ne pas fonctionner à l'intérieur des étoiles à neutrons. Les forces à l'œuvre dans les noyaux de ces étoiles sont si extrêmes qu'elles rappellent les processus qui se sont produits dans l'univers juste après le Big Bang. Ainsi, comprendre les règles selon lesquelles les quarks existent à l'intérieur des étoiles à neutrons est une façon de plonger dans l'histoire de l'univers et de mieux comprendre sa nature ancienne. Selon l'une des théories, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, le noyau, les protons et les neutrons se désintègrent, se transformant en une masse de quarks. Une quantité colossale de particules se transforme en un seul objet, entièrement composé de quarks. Cette matière est appelée matière quarkique. Une étoile composée de cette matière est appelée étoile quarkique. L'idée des étoiles quarkiques a été développée dans une note de Toshiaki Ito de 1970. Et en 1971, Arnold Badmer a démontré la possibilité de l'existence de la matière quarkique étrange composée de 3 types de quarks. Cette idée a gagné une popularité particulière après la publication en 1984 d'un article d'Edward Witten sur les grumeaux quarkiques, des amas de matière quarkique invisibles. Selon Witten, de telles particules, également appelées stranglées, pourraient être restées dans l'univers après le Big Bang et former la matière noire.
Et en s'unissant sous l'effet de la gravité, elles pourraient former des étoiles de quarks. De l'extérieur, ces astres pourraient presque ne pas se distinguer d'une étoile à neutrons ordinaire. Maintenant, nous pouvons parler de cette fameuse substance dangereuse. Si la pression à l'intérieur d'une étoile de quark devient suffisamment forte, des phénomènes étranges commencent à se produire. Dans les noyaux des étoiles à neutrons, certains quarks se transforment en versions étranges d'eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus lourds et plus puissants que leurs homologues ordinaires. Leur masse constitue la matière étrange. C'est elle, selon de nombreux scientifiques, qui pourrait être un exemple de substance idéale. Densité idéale, stabilité absolue et indestructibilité. Cette matière est tellement stable qu'elle peut exister en dehors d'une étoile. Et c'est un problème. L'idéal est contagieux, donc toute autre matière, au contact de la matière étrange, essaiera de lui ressembler et se transformera en matière étrange. Les protons et neutrons qui nous composent finiront par se désintégrer pour rejoindre la masse des quarks étranges. La seule façon de se sauver de ce désastre sera de jeter cette matière dans un trou noir. Pourquoi s'inquiéter puisque tous ces quarks sont dans une étoile à neutrons, mais que se passera-t-il si une telle étoile en percute une autre? Avant de s'effondrer, elles éjecteront une quantité incroyable de leur contenu, y compris de petites particules de cette matière étrange que l'on appelle des strapelki, c'est-à-dire des gouttelettes étranges. Ces particules sont capables de parcourir d'énormes distances jusqu'à ce qu'elles rencontrent par hasard une étoile ou une planète. Après la collision, la particule commencera instantanément à transformer tout ce qui l'entoure en elle-même. La collision d'une particule étrange avec le noyau d'un atome peut provoquer sa transformation en matière étrange, ce qui s'accompagne d'une libération d'énergie. De nouvelles particules étranges sont alors projetées dans toutes les directions, pouvant théoriquement provoquer une réaction en chaîne. D'ailleurs, le grand collisionneur de Hadron a fait la meilleure publicité pour la particule étrange, la fierté de l'humanité et en même temps un accélérateur de particules chargées. Rappelons que cet accélérateur a été mis en service en 2008 avec la participation de scientifiques de plus de 100 pays, y compris la Russie. Un projet aussi grandiose ne pouvait qu'attirer l'attention de ceux qui sont convaincus que les expériences qui s'y déroulent pourraient de même mettre en danger l'existence de la vie sur Terre. Les partisans du pire scénario ont longtemps pensé que la particule tueuse naîtrait précisément là-bas et non pas qu'elle viendrait de l'espace. On se souvient aussitôt du roman immortel de l'écrivain américain Kurt Vonnegut, Le berceau du chat, où toute l'eau de la Terre se transforme en glace neuve sous l'effet d'une substance fictive. Heureusement pour nous et malheureusement pour les pessimistes, de nombreuses années d'expérience montrent qu'aucune particule stable de ce type n'est créée lors du fonctionnement du collisionneur. Mais revenons à notre invité cosmique. Imaginez que, sur le chemin de la particule étrange, au lieu d'une planète quelconque, se trouve la Terre. Sa masse diminuera de façon catastrophique et tout ce qui est vivant ou non vivant à sa surface fusionnera en une seule énorme masse de matière étrange. Si la particule étrange entre en collision avec notre Soleil, sa taille ne diminuera pas beaucoup, mais sa luminosité chutera radicalement. La Terre gèlera tout simplement. Ainsi, au niveau actuel de progrès technologique, l'humanité n'a tout simplement pas la possibilité de prévoir et encore moins d'empêcher une éventuelle catastrophe. Une perspective effrayante. Mais il existe une autre théorie selon laquelle les particules de matière étrange sont courantes dans l'univers. Elles ne sont pas nuisibles, au contraire, elles auraient même aidé à l'expansion de l'univers dans sa jeunesse. Il est possible que la matière étrange soit précisément cette force qui maintient ensemble des galaxies entières. Jin Jungen et ses collègues de l'université de Nankin pensent avoir découvert des planètes étranges, composées d'une hypothétique matière étrange. Leur article a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. En moyenne, les planètes que nous connaissons ont une densité d'environ 30 grammes par centimètre cube, mais celles composées de matière étrange devraient être 1 trillion de fois plus denses. Une telle densité incroyable leur permet de subsister même lorsqu'elles se trouvent à une distance extrêmement proche d'une étoile étrange similaire, et de tourner à quelques dizaines de kilomètres de sa surface sans se désintégrer, malgré la puissance des forces de marée. La planète Terre n'est pas appelée en vain l'endroit idéal pour la vie des êtres humains. Il suffit de s'élever un peu au-dessus de sa surface ou de quitter brièvement l'étreinte accueillante de notre propre corps céleste.
Comment les lois et les théories commencent-elles à produire divers effets secondaires, pas toujours agréables et parfois complètement incompréhensibles? Cela devient particulièrement évident si l'on accélère un objet à des vitesses inimaginables. Prenons par exemple la théorie générale et la théorie spéciale de la relativité, un cadeau royal au monde d'Albert Einstein. Elle est liée à une série de paradoxes extrêmement difficiles à comprendre, car les conclusions tirées des expériences contredisent les notions admises en physique classique et détruisent complètement les châteaux en Espagne de l'intuition. Pourtant, dans le fond, elles sont absolument correctes et légitimes. Albert Einstein est sans doute le physicien théoricien le plus célèbre de la planète. On lui doit la relativité restreinte et générale ainsi que la théorie quantique de l'effet photoélectrique et de la capacité calorifique. C'est lui qui a décrit pour la première fois l'état exotique de la matière appelé condensat de Bose-Einstein et qui a publiquement évoqué le mouvement brownien. Grâce à Einstein, nous réfléchissons sérieusement à la téléportation quantique et à d'autres effets difficiles à reproduire, même avec le niveau actuel de développement technologique. Que dire de l'époque où ce génie allemand créait? En vérité, cet homme n'est pas né à la bonne époque. Mais assez de préambule. Examinons de plus près les deux paradoxes les plus populaires suscités par la théorie de la relativité restreinte et générale. Le premier d'entre eux est le paradoxe des jumeaux. Malheureusement, à ce stade, l'expérience ne peut être réalisée qu'en pensée. L'essence de ce paradoxe est que l'un des jumeaux est un astronaute qui part dans l'espace lointain à une vitesse, pour l'instant impossible à atteindre en pratique, de plus de 90% de la vitesse de la lumière. Pendant tout ce temps, le deuxième frère reste à la surface de la Terre. La question est de savoir lequel des jumeaux sera le plus jeune au moment où le voyageur reviendra sur sa planète natale. Ou bien auront-ils le même âge ? Ce paradoxe fait appel au postulat de la théorie de la relativité restreinte qui affirme que, du point de vue d'un observateur immobile, les processus à l'œuvre dans les objets en mouvement ralentissent. Mais en même temps, l'égalité des systèmes de référence inertielle n'est pas remise en cause. C'est précisément sur cette affirmation que se construit la contradiction. Logiquement, si l'on regarde du point de vue du jumeau resté à la maison, l'écoulement du temps pour l'astronaute devrait être ralenti, donc sa montre sera inévitablement en retard. D'un autre côté, le voyageur, en considérant la situation de son propre point de vue, ou plutôt depuis sa navette spatiale, comprend que la Terre non plus ne reste pas immobile, mais se déplace également avec la montre du jumeau resté à la maison. Cela signifie que le chronomètre du frère resté sur la planète devrait retarder. Mais du point de vue d'un troisième observateur extérieur, les deux frères sont absolument égaux, c'est-à-dire que leurs montres indiqueront exactement la même heure. Alors, qui a raison ? Eh bien, c'est la théorie de la relativité restreinte qui a raison, car elle affirme que si l'on ne tient pas compte de la gravité terrestre, ce sont précisément les montres du voyageur qui retarderont. Examinons la question plus en détail. Par exemple, le jumeau A part en direction de l'étoile X, qui se trouve à une distance de 20 années-lumière. La vitesse de la navette est de 0,9 fois celle de la lumière. Dans ces conditions, l'astronaute atteindra l'étoile en un peu plus de 22 ans, selon sa propre montre. Après cela, le vaisseau fera demi-tour et repartira dans l'autre sens. Dès que la navette atterrira, le frère jumeau, resté jeune et en forme, sera accueilli par un vieil homme décrépit qui aura attendu son parent pendant plus d'un siècle. Mais pourquoi pas 44 ans ? Il n'y a pas encore de paradoxe, c'est simplement que lorsqu'on se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, l'effet de dilatation du temps entre en jeu. Plus vous vous déplacez rapidement, plus vos horloges avancent lentement. C'est pourquoi, du point de vue d'un observateur terrestre, 103 ans se sont déjà écoulés. En effet, pour le cosmonaute, le temps s'est considérablement ralenti et selon la formule, on peut multiplier 44 ans par un coefficient d'environ 2,3. Et maintenant, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé au début, exactement des différents points de vue. Et celui de l'astronaute change aussi. De son point de vue, comme nous l'avons déjà mentionné, son frère casanier n'est pas du tout statique puisque la planète est en mouvement constant. Donc, c'est l'astronaute qui aurait dû vieillir et non l'inverse. Comment résoudre cette situation de blocage ? En réalité, ce n'est pas si compliqué. Il faut partir des lignes d'univers des jumeaux, elles sont complètement différentes. Si le casanier est au repos par rapport à un référentiel inertiel, l'astronaute, lui,
ne fait pas simplement un mouvement à vitesse constante. Il subit périodiquement l'effet de l'accélération. Par exemple, lors du freinage près d'une étoile et du demi-tour pour repartir. Ce sont précisément les différences dans les conditions physiques qui résolvent ce paradoxe apparent. Ainsi, un calcul précis démontre un fait évident. Le jumeau qui reste immobile par rapport à la planète sera plus âgé car il n'a ressenti aucune accélération ni autre effet pendant tout ce temps. Pour appuyer cette démonstration, il convient d'ajouter que dans les accélérateurs modernes, les particules se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière vivent beaucoup plus longtemps que celles qui restent au repos. De plus, il existe de nombreuses expériences comparant les mesures des chronomètres à bord des avions et à la surface de la Terre qui montrent des différences minimes mais néanmoins réelles dans les données. En somme, ce paradoxe est résolu, passons à la suite. Nous arrivons maintenant à la contraction des longueurs de Lorentz, qui engendre des situations encore plus surprenantes. L'une d'elles porte un nom digne d'une fable de Krylov, la barre et le hangar. Imaginez que vous êtes debout et que vous observez une barre métallique de 10 mètres de long passer devant vous à une vitesse très élevée. Devant vous se trouve un hangar de 6 mètres de long. Attention, question, est-il possible que les circonstances soient si telles que la barre puisse entièrement disparaître à l'intérieur du hangar ? Il convient ici de rappeler que la théorie n'est pas appelée relativité pour rien. Dans ce cas précis, la loi qui s'applique stipule que la simultanéité est relative. Que signifie cela concrètement ? Encore une fois, tournons-nous vers des observateurs dispersés. Une personne immobile, se trouvant dans le hangar, verra à un moment donné la tige passer et occuper entièrement la pièce. Du point de vue de l'observateur qui chevauche la tige, c'est lui qui est immobile et c'est le hangar qui fonce vers lui à une vitesse folle. Est-ce que cela semble être un non-sens complet ? Est-ce que Albert Einstein était fou et non un génie ? Oh non, bien que souvent le génie et la folie soient étroitement liés. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Quand nous parlons de la longueur d'un objet, cela signifie que nous recevons un signal de ces deux extrémités en même temps. Et oui, si l'observateur se trouve à l'intérieur du hangar, ces événements dans son référentiel se produisent réellement simultanément. Mais cette vision n'est pas identique pour celui qui est assis sur la barre. Dans son référentiel, d'abord une extrémité de l'objet coïncide avec la porte droite du hangar. Et ensuite, après un certain temps, la même chose se produit avec l'extrémité gauche de la grange. Ou inversement. Il est important de comprendre que ces événements ne seront jamais simultanés du point de vue du cavalier. En un mot, pour faire court, trop de choses dans la théorie de la relativité reposent précisément sur le point de vue de l'observateur. Et les conclusions finales en dépendent. Vous pouvez vous indigner. Pourquoi nous occupons-nous de la biographie des jumeaux et des hangars alors que la vraie vie passe à côté de théories trop complexes ? C'est là que vous vous trompez. Il existe de nombreux exemples où la RG et la RR changent considérablement la perception du monde. Par exemple, une personne voit l'or d'une couleur jaune miel précisément à cause des effets engendrés par la théorie de la relativité, car les atomes du métal, en raison des vitesses énormes des électrons, commencent à absorber massivement la teinte bleue. En conséquence, votre pendentif a l'air magnifiquement doré. Même le mercure était liquide précisément à cause du changement de diamètre des orbites électroniques provoqué par la théorie de la relativité. Les atomes ne sont tout simplement pas capables de créer des liaisons stables. Résultat, une fluidité accrue du métal. Et le dernier exemple frappant, l'électricité et les systèmes de navigation par satellite. Les erreurs relativistes sont nécessairement prises en compte dans les navigateurs GPS, sinon les crashs d'avions et les défaillances de géolocalisation seraient des phénomènes courants de notre quotidien. Quant à l'électricité, le principe fondamental à la base des transformateurs est un effet relativiste appelé le magnétisme. C'est pourquoi il ne faut pas penser que la théorie de la relativité ne nous concerne absolument pas. Sans ces effets, la vie de l'humanité ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. L'astronomie orthodoxe a l'habitude de considérer l'explosion des supernovas comme la catastrophe la plus puissante. Mais déjà dans les années 60 du siècle dernier, certains scientifiques avaient une opinion différente. On pourrait penser qu'un effondrement gigantesque et l'éjection instantanée de la matière d'un immense astre dans l'espace est un événement des plus épiques auxquels peu de choses dans l'univers peuvent être comparées.
Mais nous allons tout de même nous permettre de contredire ce fait généralement admis. En 1963, les scientifiques Sandidge et Linda des États-Unis ont publié des résultats d'observations incroyables concernant la galaxie NGC 3034, également appelée la galaxie du cigare. Au début, cette galaxie, située dans la constellation de la Grande Ourse, a attiré l'attention des astronomes par sa couleur inhabituelle. Au lieu d'avoir une teinte bleuâtre, comme il est habituel pour les galaxies respectables du deuxième groupe, la galaxie du cigare brillait d'une couleur orange éclatante. Des recherches ultérieures ont montré que des processus actifs se déroulent dans le noyau de la galaxie et qu'une émission diffuse de matière s'étend des deux côtés sur des distances tout simplement inimaginables, atteignant jusqu'à 3 kg/s dans chaque direction. Pour comprendre l'ampleur de cette grandeur, il convient de rappeler qu'un parsec équivaut à environ 30 000 milliards de kilomètres. Il est évident qu'un kiloparsec contient 1000 parsecs. Sur la base de ces données, les scientifiques ont tiré une conclusion encore plus étonnante. Pour parcourir 3 kg/s, le gaz doit s'échapper du noyau du cigare à une vitesse de 1000 km/s et l'explosion du centre galactique aurait donc eu lieu il y a environ 1,5 million d'années. La masse totale de matière libérée lors de cette explosion colossale, selon les estimations des astronomes, est de 5 600 000 masses solaires. Et l'énergie totale de l'explosion a atteint un octillion de joules, 9 × 10 puissance 48. C'est-à-dire que l'énergie de l'explosion du noyau de la galaxie au nom trivial du cigare dépasse d'1 million de fois l'impressionnante explosion d'une supernova. Revenons à la question des catastrophes les plus spectaculaires de l'univers. L'explosion du noyau d'une galaxie occupe sans aucun doute la première place, car il est difficile d'imaginer quelque chose de plus grandiose. Mais est-ce peut-être un cas isolé? Un hasard imprévu par l'univers? En prenant l'exemple de cette même galaxie du cigare, victime d'un cataclysme, les scientifiques ont décidé de prouver à l'humanité que les explosions de noyaux galactiques ont eu lieu, ont lieu et auront lieu éternellement tant que l'univers existera. Si l'on part du principe que l'explosion a eu lieu il y a 1,5 million d'années, et pendant ce temps, la matière s'est éloignée du noyau du cigare de 3 kg/s, donc en faisant des calculs, on peut déterminer que dans 10 millions d'années, elle sera à une distance d'environ 15 kg/s de la galaxie NGC 3034. Pendant ce temps, le gaz perdra de la vitesse et de l'énergie, c'est-à-dire que dans 10 millions d'années, il ne restera presque plus de traces de cet événement infernal. Par conséquent, si l'on suppose que le monde inconnu des communautés galactiques existe depuis 10 milliards d'années et que chacune des galaxies explose périodiquement, alors il ne peut y avoir une explosion observable que dans une famille stellaire sur 1000. Par conséquent, il n'est pas surprenant que ce ne soit qu'après 40 ans d'observation de la vie des galaxies que les scientifiques aient découvert un événement aussi stupéfiant. Désormais, les regards des astronomes sont tournés vers les galaxies NGC 5195 et NGC 3077, qui présentent des caractéristiques similaires à celles du cigare. La seule différence est l'absence d'émissions radio, qui accompagne inévitablement une explosion. Il est possible que les noyaux de ces galaxies se soient embrasés plus tôt, expliquant que la matière diffuse qui s'échappe de part et d'autre reste visible mais plus les traces de rayonnement. Ces familles d'étoiles lointaines ont déjà attiré l'attention du célèbre astronome soviétique Boris Vorontsov-Vilyaminov. La communauté scientifique a examiné de plus près les galaxies du deuxième groupe auquel appartient Cigare et a découvert plusieurs autres amas présentant la même luminosité anormalement orange-rouge, environ 10 fois supérieure à la normale. Bien sûr, les terriens s'intéressent davantage à la question de leur existence relativement paisible à l'avenir. Et si une telle explosion se produisait au cœur de notre propre galaxie bien tranquille? La menace pour la Terre est-elle réelle? Dans les années 80 du XXe siècle, l'hypothèse selon laquelle les champs magnétiques galactiques empêcheraient les particules de parcourir d'énormes distances a été réfutée. Au contraire, les rayons pourront les traverser pratiquement sans obstacle. Après une explosion dans le noyau de notre galaxie, des super-ondes peuvent se former et voyager presque à la vitesse de la lumière, atteignant inévitablement les limites du système solaire.
On suppose qu'une telle émission massive a déjà eu lieu pendant la période glaciaire, lorsque le centre de la Voie lactée était en phase active et a entraîné des changements climatiques globaux sur la planète. Envie de plus d'épisodes comme celui-ci ? Alors mettez un like et écrivez le hashtag #JalJeRegardeBull et la loi de l'univers vous récompensera à coup sûr.